OK, donc, je commence toujours par une petite révision de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu jusqu'à maintenant on a vu la maladie. La maladie, on a commencé à voir ça dans le chapitre L'opinion d'un médecin. Le médecin a commencé à nous parler de la maladie comme étant, la maladie physique, comme étant une allergie. Dans le temps, il ne savait pas trop c'était quoi l'allergie, comment ça se déclenchait. Mais ce qu'il savait, c'est qu'aussitôt qu'il y avait un verre d'alcool dans le corps d'un alcoolique, ça déclenchait la soif insatiable. Et c'est pour ça que la personne alcoolique ne pouvait pas arrêter de boire. Fait que ça, le médecin avait trouvé ça. Maintenant, la science a découvert certaines choses, entre autres qu'il y a des enzymes qui sont déficients dans la rétention, dans le métabolisme de l'alcool dans le corps d'un alcoolique. Donc, c'est ça qui entraîne le craving. Et aussi, on a découvert dans la chimie du cerveau plusieurs problèmes dans la chimie du cerveau d'un alcoolique. Donc, la maladie physique, c'est au niveau du foie que ça se passe, puis c'est au niveau du cerveau. Ensuite, on a vu la semaine passée, dans le chapitre, il y a une solution. Je vais passer l'histoire de Bill, je n'en parlerai pas ici ce soir. Dans le chapitre, il y a une solution qu'on a vue la semaine dernière. On a vu qu'au début du chapitre, il nous parle de la fraternité AA. Il nous dit qu'on est unis entre nous parce qu'on a un problème commun, l'alcoolisme, et une solution commune, les 12 étapes. Donc, à la page 26, il nous parle que le problème est d'ordre psychique ou mental plutôt que physique. C'est-à-dire, plus le problème physique est là, c'est bien sûr, mais s'il y avait juste le problème physique, on aurait juste à arrêter de boire, puis la maladie serait contenue, il n'y aurait pas de problème. Une allergie, si tu es allergique aux fraises, tu ne manges pas de fraises, puis il n'y a pas de problème. Ça serait la même chose avec l'alcool. Si tu as juste un problème physique, ce ne sera pas difficile d'arrêter. On n'aurait pas besoin d'une solution spirituelle. On n'aurait pas besoin de 12 étapes. Mais les alcooliques ont découvert que le problème est plutôt d'ordre psychique ou mental. Parce que l'alcoolique ne peut pas rester sobre, même s'il le désire vraiment. Il a perdu le contrôle, dans le fond, de sa consommation. Son esprit cherche toujours à le ramener à son premier verre. C'est pour ça qu'on dit que l'alcoolique est sans défense devant le premier verre, parce que le cerveau d'un alcoolique est déformé par la prise d'alcool. On va le revoir ce soir dans le chapitre Autres données sur l'alcoolisme. Il va nous expliquer ça plus en détail encore. Donc, dans le chapitre, il y a une solution. On a commencé aussi à nous parler justement de la solution, qui sont les 12 étapes, et de la deuxième étape. Et dans la deuxième étape, il y a un choix à faire quand on arrive à la deuxième étape. La première étape nous dit que nous sommes impuissants devant l'alcool, qu'on a perdu la maîtrise de notre vie. Ce que nous promet la première étape, si j'arrête là, si je ne fais pas d'autre étape que la première étape, ce que promet la première étape, c'est que je vais boire. Parce que c'est ça que ça dit. Ça dit que je suis impuissant devant l'alcool. Ça fait juste promettre la première étape que je vais boire. C'est la définition du problème. Puis définir un problème n'a jamais réglé le problème. On s'entend-tu? Donc, j'admets que j'ai un problème. Si je ne fais rien avec ça, je vais rester impuissant devant l'alcool et je vais boire. Donc, on arrive à la deuxième étape. Et le choix de la deuxième étape, c'est est-ce que je veux continuer à boire ou si je veux accepter une aide spirituelle? Parce que la deuxième étape nous dit que nous avons, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure pouvait nous rendre la raison. Donc, c'est ça la solution spirituelle. En première étape, j'ai le problème. En deuxième étape, j'ai la solution. La solution, c'est l'aide spirituelle. Et on nous dit que dans le chapitre, il y a une solution, que pour nous rétablir, on a besoin d'une expérience spirituelle vitale. Ça, c'est à la page 31. Ou, autrement dit, un réveil spirituel qui est obtenu par la mise en pratique des étapes. Ce n'est pas la deuxième étape qui va me permettre d'arrêter de boire. La deuxième étape, elle me dit juste qu'il y a une solution. Pour appliquer la solution, j'ai besoin de faire les autres étapes qui viennent après. Donc, pour avoir le résultat, il faut que je fasse les étapes. Le résultat était la sobriété ou l'abstinence. En passant, en anglais, il n'y a pas de différence entre sobre ou abstinent. C'est tout sober. Il n'y a pas. En français, on a établi une distinction,
en disant quasiment qu'abstinent, c'est pas sobre. Tu sais, abstinent, ça veut dire que tu es juste sec. Mais en anglais, ils ne font pas cette distinction-là. OK. Aussi, la semaine dernière, on a vu l'appendice 2 qui parle de l'expérience spirituelle. Ça, cet appendice-là a été ajouté plus tard, a été ajouté à la deuxième version du livre pour expliquer un peu plus c'est quoi une expérience spirituelle. Donc, ils ont parlé de changement. Une expérience spirituelle, c'est un changement de personnalité, un changement de réaction, de nos réactions face à la vie. Aussi un changement, mais surtout, ça part d'un changement dans notre façon de penser et de voir la vie. Donc, ils disent qu'ils ont fait cet appendice-là un peu parce que certaines personnes, quand ils lisaient le gros livre en premier, ils pensaient qu'il fallait avoir une expérience spirituelle extraordinaire pour que ce soit une vraie expérience spirituelle. Fait que là, il explique que certaines personnes vont avoir une expérience spirituelle extraordinaire, mais la plupart des personnes vont avoir une expérience spirituelle qui appelle du type éducatif parce qu'elles se font lentement sur une certaine période de temps. Et ils nous disent aussi, dans cet appendice-là, que la conscience de la présence d'une puissance supérieure constitue l'essence même de l'expérience spirituelle. Puis, il nous donne 3 conditions pour le rétablissement, à la page 634. Les 3 conditions sont la bonne volonté, l'honnêteté et l'ouverture d'esprit. Donc, ils nous disent que ce sont là les éléments indispensables pour le rétablissement. Pas facultatif, indispensable. Ça va-tu là-dessus? Y a-t-il des questions avant qu'on reprenne le livre? Est-ce que, Jocelyne, peux-tu répéter les 3 conditions? Bonne volonté, honnêteté, puis l'autre, je ne sais pas. L'ouverture d'esprit. Merci. Jocelyne, moi, il y a un bout, là, je suis mêlé un peu. Oui. Bill a parlé au docteur Silhouette. Lui, il avait le début de la solution. Le docteur Silkworth avait la définition du problème. OK. L'alcoolisme est une allergie, puis il savait aussi qu'il y avait une partie mentale à la maladie. OK, mais il n'en savait pas plus, c'est ça. Là. Il n'y avait pas la solution. Il ne savait pas comment arriver à garder les alcooliques abstinents. C'est là qu'ils sont arrivés avec Evie puis les Oxford. C'est ça. Ça, c'est arrivé aussi par un autre chemin. C'est arrivé par un autre chemin. C'est arrivé par Rowland, qui a été consulté Carl Jung en Europe. Et Carl Jung a dit à Rowland que ça y prenait une expérience spirituelle pour surmonter son problème d'alcool. Donc, Carl Jung, c'est de Carl Jung, en fait, que nous vient la 2e étape. OK? Mais il ne savait pas comment y arriver, Carl Jung. Fait qu'il a juste retourné Rowland en disant « Cherche à avoir une expérience spirituelle vitale. » OK? Et Rowland, arrivé chez eux, était de New York, a fréquenté les groupes Oxford. Et les groupes Oxford nous ont donné les autres étapes. Mettons, 3 à 12. Marc, dans le temps, il n'était pas si détaillé que ça. Mais en gros, nos étapes 3 à 12 nous viennent des groupes Oxford. OK, c'est bon, merci. Bienvenue. Fait que, dans le fond, ce qu'il faut voir là-dedans, pour continuer suite à ta question, Fabien, c'est que Bill a été la première personne à avoir en main les 3 éléments nécessaires. Il y avait le problème qui lui venait du docteur Silkworth. Il y avait la solution qui venait de Carl Jung par Rowland puis Ebby. Puis les groupes Oxford donnaient les autres étapes de comment arriver à avoir une expérience spirituelle. Donc, Bill était le premier à avoir les 3 éléments nécessaires pour notre établissement. Ça va pour tout le monde? OK. On est donc rendu dans le gros livre à la page 34. Là, ça va me prendre des volontaires pour le lire parce que je ne lirai pas tout le temps. Je vais avoir la voix
Ah oui, en fait. Alors, qui veut commencer à lire? Vas-y, Sylvie. OK, Sylvie alcoolique. Chapitre 3, autres données sur l'alcoolisme. Attends un petit peu. La plus... Attends-moi 2 secondes. J'ai oublié de vous dire un peu. Le chapitre 3, en gros, va parler beaucoup des rechutes. Fait que si vous avez des filleuls qui sont souvent en rechute ou qui ont rechuté quand vous les rencontrez, et qui ne savent pas pourquoi ils ont rechuté, ce chapitre-là est bien, bien intéressant pour ça. Il nous parle dans ce chapitre-là de l'insanité face à l'alcool. L'insanité d'un alcoolique face à l'alcool. Il donne des explications sur les rechutes. Puis les rechutes, là, il faut voir que c'est une condition normale pour un alcoolique. Une rechute, c'est simplement quelqu'un qui boit après avoir décidé d'arrêter. Recommence à boire après avoir décidé d'arrêter. Puis ça survient autant quand tu étais avant d'arriver en haut qu'une fois arrivé d'en haut. Bien souvent, la plupart des membres ont fait des rechutes avant d'arriver à Alcooliques Anonymes. Qui de vous a déjà décidé, avant d'arriver à A, décidé d'arrêter, puis il n'a pas été capable? OK? Oui, il y en a quelques-uns. Donc, c'est ça. Donc, les rechutes arrivent autant avant qu'après dans A. Donc, c'est dans ce chapitre-là qu'on va avoir de l'information ou plus des exemples aussi sur les rechutes et pourquoi les gens rechutent. Fait que vas-y, Sylvie. OK. Chapitre 3, autres données sur l'alcoolisme. La plupart d'entre nous avons été réticents à admettre que nous étions de véritables alcooliques. Personne ne trouve agréable de penser que mentalement et physiquement, on est différent des autres. Il n'est donc pas étonnant que nos vies de buveurs aient été marquées par d'innombrables et inutiles tentatives pour prouver que nous pouvions boire comme tout le monde. La grande obsession de tout buveur anormal est qu'un jour, il ne sait pas trop comment, il parviendra à se contrôler et à prendre plaisir à boire. Il est renversant de constater à quel point cette illusion peut persister. Nombreux sont ceux qui s'y accrochent jusqu'aux portes de la folie ou de la mort. Mm-hmm. Alors, il y a du stock pas mal dans ce premier paragraphe-là. Premièrement, les véritables alcooliques, c'est quoi? Les véritables alcooliques. C'est des personnes qui ont l'allergie physique. Et ce sont des personnes qui, mentalement, qui n'ont pas de défense mentale devant le premier verre. C'est ça, de véritables alcooliques. Il y a comme 2 conditions. Ce n'est pas 12 questions, ce n'est pas 20 questions, c'est 2. Est-ce que tu es capable d'arrêter de boire quand tu veux une fois que tu as commencé? Puis la deuxième, est-ce que tu es capable de rester arrêté après avoir décidé d'arrêter? Et donc, c'est l'allergie puis la partie mentale, la maladie mentale de l'alcoolisme. Donc, on est différent des autres, on est différent des buveurs normaux. Nous autres, on ne savait pas trop c'était quoi normal. On pensait que boire comme ça, c'était normal. Et finalement, c'est nous autres qui n'est pas normal. C'est à peu près ça que tu as dit. Il nous parle ici il y a 2-3 mots intéressants. Il y a le mot obsession, il y a le mot illusion. Puis en anglais, OK, en anglais, il y a un autre terme qu'il utilise aussi. Je vais les sortir, je les ai ici. J'ai sorti dans le dictionnaire des définitions. On a une définition d'une obsession. Une obsession, c'est une idée fixe qui surpasse toutes les autres et qui revient constamment dans l'esprit, mais qui ne correspond pas à la réalité. Alors, je répète, une obsession, c'est une idée fixe qui surpasse toutes les autres idées. Tu sais, il y en a qui vont obséder. Moi, j'ai une amie qu'elle, quand elle partait chez eux, il fallait qu'elle aille vérifier 2-3 fois si les feux de son poêle étaient bien fermés. C'est une obsession. Là. Même si elle se dit, ben non, je les ai fermés, il fallait qu'elle aille voir pareil. Parce qu'elle était obsessive, compulsive. Donc, c'est une idée fixe qui surpasse toutes les autres et qui revient constamment dans l'esprit, mais qui ne correspond pas à la réalité. Donc, si je résume l'obsession,
c'est un mensonge qui se passe dans notre esprit. OK? Illusion, ou en anglais, il utilise le terme d'illusion aussi. C'est une interprétation fausse de ce qu'on perçoit ou c'est une apparence dépourvue de réalité. Donc, résumons, interprétation fausse de ce qu'on perçoit. On voit-tu qu'encore ici, on peut résumer ça parce que c'est un mensonge qu'on se compte. Il y a un terme qui est utilisé en anglais et qu'on ne voit pas souvent dans le gros livre. Ils l'ont traduit de différentes façons. C'est bien bizarre. Le même mot, il n'est pas le même en français à différents endroits. Mais c'est le mot insanité en anglais. Folie, ça ressemble pas mal à ça aussi. Donc, folie ou insanité, la définition de ça, c'est le manque de raison de bon sens. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas, pas du tout. Ça veut dire que j'en manque. C'est un manque de raison ou de bon sens. Ils définissent ça aussi comme un trouble mental qui fait perdre à l'individu la maîtrise de lui-même. Donc, quand on dit en première étape, nous avons perdu la maîtrise de notre vie, ça vient de là, ça vient de l'insanité. Ça ne vient pas de l'allergie physique, ça vient de l'insanité. Donc, c'est l'état d'un esprit malade, une autre définition, et celle que je préfère. L'insanité, c'est l'incapacité de juger correctement ou de voir la vérité dans certains domaines. Dans notre cas, l'insanité qu'on parle, c'est par rapport à l'alcool. Par rapport à l'alcool, je suis incapable de juger correctement ou de voir la vérité. Donc, encore ici, je peux résumer ça par c'est des mensonges qu'on se compte. L'insanité, c'est que je me compte des mensonges à moi-même. Puis, un terme anglais qui est utilisé, mais qui se traduit en français et qui n'ont pas traduit comme ça, c'est délusion. Délusion, c'est un raisonnement trompeur, aveuglement ou déni par rapport à la réalité. Alors ici aussi, je peux mettre le mot mensonge, puis ça va faire. Donc, tous ces termes-là, c'est des mensonges dans l'esprit d'un alcoolique qui se compte des menteries. Avez-vous déjà réalisé ça, que vous comptiez des menteries? Si tu t'en vas au bar, prendre un verre, allez juste en prendre un. Même si l'expérience passée t'a montré 100 fois que tu n'es pas capable d'arrêter un verre. C'est ça l'insanité. Je n'ai pas la raison face à l'alcool. J'arrête de boire, là, je veux rester arrêté. Mais à un moment donné, mon esprit finit par me dire « Oh non, juste un verre, c'est pas grave. Tu n'es pas si pire que ça. » Mensonge. Tu te comptes des mensonges par rapport à l'alcool, puis tu es incapable de contrôler ça. C'est comme si ton esprit a été déformé à force de prendre de l'alcool, puis à force de croire que c'était ta solution à ton mal-être intérieur. Excuse-moi, c'est quoi la phrase pour l'insanité? Incapacité de... Juger correctement. OK. Ou incapacité de voir la vérité dans certains domaines. Merci. Donc, ça veut dire que l'alcoolique croit des idées fausses, des mensonges par rapport à l'alcool. Donc, je n'ai pas une bonne santé mentale. J'ai perdu la raison. En deuxième étape, on nous dit, nous sommes venus à croire que Dieu pouvait nous rendre la raison. Pourquoi ils nous disent ça? C'est parce qu'on l'a perdu. Par rapport à l'alcool, je n'ai pas la raison. Il nous parle de la grande obsession de tout buveur anormal, qu'un jour, il va parvenir à se contrôler et avoir du plaisir à boire. Je ne sais pas si vous aviez cette idée-là. Là. Je ne sais pas pour vous autres, mais chaque fois que je recommençais à boire dans la journée, j'arrivais chez nous, je recommençais à boire, c'est parce que j'espérais retrouver le feeling, la sensation d'aise et de confort qu'on nous parle que
le docteur Silcoit parle dans le premier chapitre, dans l'opinion d'un médecin. C'est ça que je cherchais à retrouver à chaque fois. C'est comme si cette sensation d'aise et de confort-là, ça prenait avec la tolérance qu'on acquiert face à l'alcool, ça en prenait de plus en plus pour avoir une certaine sensation d'aise et de confort, mais elle ne durait pas longtemps. Ça remontait une sensation de sous, dans le fond. Ça va-tu pour ça? Y a-t-il des questions? OK. Sylvie, tu veux continuer encore un petit peu? Je vais te faire lire ce qu'il y a à lire dans ces 2 premières pages-là. D'accord. Je vais continuer le paragraphe. Nous avons appris à accepter jusqu'au plus profond de notre être que nous étions alcooliques. C'est la première étape vers le rétablissement. Toute illusion que nous sommes comme les autres ou qu'un jour nous le deviendrons doit être dissipée. OK, on va mettre ça là. Donc, la première étape, ce qu'il nous dit, c'est qu'on doit accepter jusqu'au plus profond de nous-mêmes que nous sommes alcooliques. Je dois admettre, quand ils nous disent à 100% la première étape, c'est ça. Admettre, puis sans aucune réserve, que je suis alcoolique, puis que je n'ai pas le pouvoir face à l'alcool. Moi, ça m'a pris 8 mois avant d'arriver à ça. 8 mois avant d'admettre que oui, je ne peux pas boire normalement. Puis aussi, il y avait aussi le fait que j'ai eu besoin de renoncer à quelque part à l'alcool. J'en parle ailleurs, là. Tu sais, tant que j'ai eu des réserves, tant que j'avais l'idée que la dernière réserve que j'avais, que j'ai dû abandonner, c'est celle que je voulais boire à ma retraite, je voulais boire à temps plein. Il a fallu que je lâche cette idée-là pour que je puisse vraiment être honnête en demandant à Dieu de m'enlever l'obsession. Avant ça, je n'étais pas vraiment honnête parce que j'avais encore des réserves. OK. Je peux continuer l'autre paragraphe, Sylvie? Nous, les alcooliques, sommes des hommes et des femmes qui avons perdu la faculté de maîtriser notre consommation d'alcool. Nous savons que jamais un alcoolique véritable ne retrouve cette maîtrise. Nous avons tous eu, à un moment donné, l'impression de nous ressaisir, mais ces sourcils, généralement courts, étaient suivis d'un manque de contrôle encore plus grand qui menait éventuellement à un découragement pitoyable et incompréhensible. Nous sommes tous convaincus que les alcooliques de notre catégorie sont aux prises avec une maladie progressive. À la longue, notre condition va sans cesse en s'aggravant. Elle ne s'améliore jamais. Alors ici, dans ce paragraphe-là, on parle, tout à l'heure, on parlait des illusions et des obsessions, donc on parlait du côté mental de la maladie. Ici, il nous parle, quand on perd la faculté de maîtriser notre consommation, il parle une fois que tu as commencé à boire, donc il nous parle d'allergie. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit une maladie progressive. Une maladie progressive, maintenant, ils savent que le corps d'un alcoolique, tu sais, je vous disais que le métabolisme de l'alcool ne se faisait pas bien dans le corps d'un alcoolique. Avec le temps, ça ne s'améliore pas. Le foie se détériore avec l'âge, et d'un, et de deux, le foie se détériore avec la prise d'alcool. Donc, ton foie a de moins en moins d'enzymes pour processer l'alcool. Donc, c'est pire. Puis aussi, la tolérance accrue fait que tu as besoin de plus en plus d'alcool pour avoir le même effet. Alors, c'est pour ça que c'est progressif. OK? Fait que, Sylvie, si tu veux lire l'autre paragraphe. Oui. Nous ressemblons à des personnes qui n'ont plus de jambes. Elles ne repousseront jamais. Il ne semble exister aucun traitement qui permette à des alcooliques comme nous de ressembler aux autres. Nous avons essayé tous les remèdes possibles. Parfois, certains nous ont apporté un bref moment de répit qui était toujours suivi par une récidive encore plus grave. Les médecins qui connaissent l'alcoolisme
s'accordent à dire qu'il est impossible pour un alcoolique de redevenir un buveur normal. Peut-être un jour la science apportera-t-elle la solution, mais ce n'est pas encore fait. Donc ça a été écrit en 1938 et c'est encore vrai aujourd'hui. Il n'y a pas de remède qui permet à un alcoolique de boire normalement, qui permet de régler son problème de soif insatiable. L'allergie physique ne peut pas être réglée par un moyen, par un médicament. Il n'y a pas de médicament qui règle ça. Il y a les médecins, quand tu veux arrêter de boire, ils vont peut-être te prescrire de l'antabuse qui va aider peut-être à ne pas en prendre, mais si tu as vraiment l'obsession et le désir de recommencer à boire, tu vas recommencer, même si tu as de l'antabuse ou tu vas arrêter l'antabuse. Fait que c'est cela. Donc, un peu plus loin, il nous parle, à la fin de la page 35, des méthodes qu'on a essayées pour contrôler notre consommation d'alcool. Donc, les méthodes qu'on a essayées pour contrôler notre consommation d'alcool, il faut voir qu'on a essayé ça avec notre ego, avec notre volonté déchaînée d'alcoolique et que ça ne marche pas. Tu sais, par exemple, jamais boire seul ou jamais boire le matin ou boire seulement à la maison. Moi, c'était ça. Boire seulement à la maison. Quand je sortais, je faisais très attention, madame, et je finissais puis je buvais tout ce que je n'avais pas bu en revenant à la maison. Tu sais, ça fait que ça ne réglait rien, ça, là. Donc, il y a bien des façons qu'on a essayé de limiter notre consommation, puis ça n'a jamais marché. Pas pour un alcoolique. OK, merci Sylvie. On va passer Merci. à... Hey, Jocelyne, j'avais juste je ne sais pas si vous autres faisaient ça aux États-Unis, mais nous autres, ici, au groupe anglophone, là, ils lisent souvent ce paragraphe-là. Là. Voici Ouais. quelques-unes des méthodes que nous avons essayées. Est-ce qu'ils faisaient ça dans ton groupe aux États aussi? Ah, bien, aux États-Unis, dans les groupes que je faisais, ils lisaient tout. Là. Moi, ici, à l'atelier, je ne lis pas tout parce que c'est pas... Non, ils lisent ça comme une lecture au meeting. Au meeting? Non, non, ils ne lisaient pas ça. Non. Ah, OK. Non. Merci. Bienvenue. OK. Alors, Béatrice, est-ce que tu voudrais nous lire à la page 36, le premier paragraphe complet? Il est toujours délicat. Oui. Il est toujours délicat d'affirmer de quelqu'un qu'il est alcoolique, mais chacun peut facilement établir son propre diagnostic. Rendez-vous au bar le plus près et voyez si vous pouvez boire raisonnablement. Essayez de boire et de vous arrêter tout d'un coup. Répétez l'expérience plusieurs fois. Vous saurez vite à quoi vous en tenir si vous êtes honnête avec vous-même. Cela vaut peut-être la peine de risquer une bonne crise de tremblement pour être tout à fait fixé sur sa condition. Mm-hmm. Donc, c'est le test du bois contrôlé. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, dans les maisons de thérapie ou en tout cas les intervenants en toxicomanie, ils vont suggérer ça aux gens, de faire du bois contrôlé. Ils vont essayer de les enrôler là-dedans. Ben, pour un vrai alcoolique, ça ne marche pas bien, ça. OK, tu peux lire l'autre paragraphe? Bien que nous ne soyons pas en mesure de le prouver, nous croyons que la plupart d'entre nous aurions pu mettre un terme à notre mauvaise habitude dès le début. Mais peu d'alcooliques désirent vraiment arrêter de boire quand il en est encore temps. On a relevé quelques cas d'individus qui, malgré la manifestation certaine de tous les signes de l'alcoolisme, ont réussi pendant longtemps à ne pas boire grâce à un puissant désir de s'en sortir. En voici un exemple. OK. La première partie de ce paragraphe-là, quand ils disent que la plupart d'entre nous, on aurait pu mettre un terme à notre mauvaise habitude dès le début. Moi, j'ai un exemple de ça, c'est ma mère. Ma mère, son médecin lui avait conseillé, je ne sais pas si elle était déprimée ou quoi, mais en tout cas, son médecin lui avait conseillé de prendre un petit verre de brandy à chaque soir. Puis elle a commencé ça. Puis à un moment donné, elle s'est aperçue qu'elle aimait ça. Elle a commencé à aimer ça un peu trop. Fait qu'elle a décidé d'arrêter. Bang, comme ça. Elle n'a pas eu de problème parce qu'elle n'avait pas développé la maladie encore. Elle était au début. Elle était avant d'être arrivée au point de non-retour. Tu sais. Donc,
il y a certains alcooliques qui commencent à boire, puis qui commencent à boire tout de suite de façon exagérée, puis et on le voit chez certains, dans le partage de certains alcooliques qui avaient la maladie dès le début. Moi, ce n'était pas ça, je ne l'avais pas nécessairement développé. J'aimais ça, j'aimais l'effet, mais une fois que j'avais commencé, je pouvais arrêter après un verre ou deux, là, dans mes premiers temps, à 14 ans, là, je pouvais arrêter, il n'y a pas de trouble. Plus tard, j'en prenais de plus grandes quantités. Puis, à un moment donné, quand ça a été à partir du moment où j'ai bu à tous les jours, je n'étais plus capable d'arrêter. C'est vrai que la maladie était embarquée bien correct. Donc, là, il nous parle d'un individu qui a réussi à ne pas boire pendant un certain temps, malgré son alcoolisme, dans le fond. Donc, il nous parle, on ne le dira pas tout, je vais juste vous le résumer, là. Il nous parle d'un homme de 30 ans qui faisait souvent la fête. Bon, une fois qu'il avait commencé à boire, à la fin de la page 36, ils disent, une fois qu'il avait commencé à boire, il ne pouvait plus s'arrêter. Donc, il y avait l'allergie, on s'entend. Il a donc pris la décision de ne plus avaler une seule goutte d'alcool tant qu'il n'aurait pas réussi dans la vie et qu'il ne serait pas à la retraite. Donc, il y avait un objectif, lui, là, boire à la retraite. Avant, il allait réussir, puis boire après. Donc, il y avait une bonne force de caractère. Volonté déchaînée d'alcoolique, peut-être. En tout cas, il dit ça à la page 37, homme exceptionnel, il est demeuré totalement abstinent pendant 25 ans. Il a pris sa retraite à 55 ans. Et il a alors commis l'erreur de croire, comme presque tous les alcooliques, qu'en raison de sa longue abstinence et compte tenu de sa discipline personnelle, il pouvait boire comme les autres. Donc, il a commencé à boire. Puis il dit 2 mois plus tard, il se présentait à l'hôpital. Pendant quelque temps, il a fait des efforts, contrôler sa consommation, mais il ne pouvait pas. Il est retourné à l'hôpital plusieurs fois. Il a tenté de cesser de boire complètement pour découvrir qu'il en était incapable. Pourquoi il était incapable d'arrêter? À cause de l'insanité qu'on a parlé tantôt. Que son esprit le ramenait toujours à l'alcool. Ce n'est pas l'allergie physique qui va le ramener à l'alcool, c'est l'insanité. Donc, Béatrice, si tu voulais lire le paragraphe suivant, il y a dans ce récit. Oui. Il y a dans ce récit une importante. OK. Oui. Il y a dans ce récit une importante leçon. La plupart d'entre nous ont cru qu'en ne buvant pas pendant une période, nous pourrions ensuite boire normalement. Pourtant, cet homme, à 55 ans, a découvert qu'il était exactement au même point qu'à 30 ans. Ainsi, il énonçait « L'alcoolique, un jour, alcoolique toujours ». Se vérifie-t-il constamment? Lorsqu'après une période d'abstinence, nous retouchons à l'alcool, nous retombons en peu de temps aussi bas qu'avant. Si nous voulons renoncer à boire, nous devons le faire sans aucune réserve, sans caresser l'espoir subtil d'être un jour immunisé contre l'alcool. C'est ça. Donc, en haut du paragraphe, on voit quand il dit « La plupart d'entre nous ont cru qu'en ne buvant pas pendant une bonne période, nous pourrions ensuite boire normalement. » C'est un des mensonges que se racontent les alcooliques. OK? Donc, même après une période d'abstinence, si on touche à l'alcool, on retourne aussi bas qu'avant. Pourquoi? Parce que le foie est toujours aussi endommagé, parce que la chimie du corps ne va pas changer. Donc, tu retombes dans l'allergie. Puis, avec le temps, comme lui, après 25 ans qu'il a recommencé, là, son corps s'est détérioré. L'organisme décline avec l'âge, on le sait. Donc, lui, quand il a recommencé, il était pire qu'avant. C'est pour ça que c'est seulement après 2 mois qu'il s'est ramassé à l'hôpital. Donc, si nous voulons renoncer à boire, donc on doit renoncer à boire sans aucune réserve. C'est sûr, la première étape à 100%, dans le fond. On doit renoncer à boire à 100%, sans caresser l'espoir subtil d'être un jour immunisé contre l'alcool. C'est un autre genre de mensonge qu'on se raconte parfois. Tu demandes aux gens qui reviennent après une rechute, là, pourquoi tu retournes boire? C'est pas parce que tu avais des problèmes. Non. C'est parce que ton esprit t'a compté des menteries. Il t'a dit que si tu buvais, ça allait régler tes problèmes. C'est pour ça que tu retournes boire. On ne retourne pas boire à cause de nos problèmes.
Tu sais, ça fait 40 ans que je suis abstinente. J'ai eu à peu près tous les problèmes que tu peux avoir, là, tu sais. Puis je ne suis pas retournée voir, puis je n'ai pas eu l'idée de retourner voir. Parce que j'ai une puissance supérieure qui est ma défense contre le premier verre. Pas par ma grâce à moi, c'est sûr et certain. OK. Merci, Béatrice. Bienvenue, ça me fait plaisir. On va passer à la prochaine. Monique, ce serait à ton tour. Si tu veux aller à la page 38, le paragraphe complet, premier paragraphe complet, il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir bu longtemps ni d'avoir absorbé les mêmes quantités d'alcool que nous pour être gravement affecté. C'est particulièrement vrai pour les femmes. Les femmes de type alcoolique sont souvent subitement assaillies par la maladie et atteignent le point de non-retour en quelques années seulement. Certains buveurs qui seraient très vexés d'être considérés comme des alcooliques sont étonnés de leur incapacité de cesser de boire. Nous, qui sommes familiers avec les symptômes de cette maladie, voyons un grand nombre d'alcooliques éventuels chez les jeunes. Mais allez donc essayer de leur ouvrir les yeux. Mm-hmm. Alors, les femmes qui sont affectées plus rapidement par la maladie, c'est à cause de notre métabolisme. On processe encore moins bien l'alcool que les hommes. Et c'est pourquoi j'ai lu récemment une femme qui boit 3 verres d'alcool, ça équivaut à 5 verres pour un homme. Fait que moi qui buvais 3,40 onces d'alcool de whisky par semaine, ça équivaut à 5,40 onces. Ça fait que j'ai pas payé. Je trouvais que je ne buvais pas beaucoup. Je me comparais avec mon conjoint qui, lui, il buvait de la bière. Il pouvait boire une 24 par jour, tu sais, mais moi, je n'étais pas capable de la bière. Ça fait que je buvais du whisky. Ça fait que j'en prenais. OK. Tu veux continuer l'autre paragraphe? En jetant un regard sur le passé, il nous semble que nous avons continué à boire bien longtemps après avoir dépassé le stade où, avec de la volonté, nous aurions pu encore nous en sortir. À celui qui se demande s'il a franchi ce seuil, nous lui suggérons d'essayer de s'abstenir d'alcool pendant 1 an. S'il est véritablement alcoolique, et si son alcoolisme est très avancé, il a peu de chances de réussir. Au début, il nous est arrivé de ne pas boire pendant 1 année ou plus, pour devenir plus tard de solides buveurs. Même si vous êtes capable de ne plus boire pendant une très longue période, vous pouvez être un alcoolique en puissance. Parmi ceux que ce livre intéresse, nous sommes persuadés qu'il y en a peu qui réussiront à ne pas toucher à l'alcool pendant 1 an. Certains seront déjà ivres le lendemain du jour où ils auront pris leur résolution. La plupart s'enivreront après quelques semaines. Mm-hmm. Moi, ce paragraphe-là, c'est mon fils que je vois là-dedans. Un alcoolique en puissance. Quand il était plus jeune, je ne sais pas, moi, vers 27 ans, 30 ans, peut-être, il m'avait demandé si je pensais qu'il était alcoolique. Ben, j'ai dit, explique-moi comment tu bois. Fait qu'il m'explique ça. Ben, je dis, pour le moment, je ne pense pas. Mais tu sais que tu sais où aller si jamais tu as un problème, puis tu sais que tu as 2 parents qui sont alcooliques. Fait que ça peut arriver. Je ne lui ai pas caché ça. Fait qu'il a continué, et puis à un moment donné, il y a 3 ans ou 4 ans, il a décidé d'arrêter pour 1 mois. Puis après ça, un peu plus tard, il a décidé d'arrêter pour 1 an. Fait qu'il a arrêté pour 1 an, sans problème. Puis après 1 an, il s'est dit, je suis bien mieux sans alcool. Fait que pour rester arrêté, tu sais. Fait qu'il est resté arrêté. Puis c'est correct, mais c'est un alcoolique en puissance. Je le sais parce qu'il aime ça. Quand il ouvrait une bouteille de vin, il ne pouvait pas arrêter avant de voir la fin, tu sais, de la bouteille de vin. Il n'en prenait pas tous les jours. Et quand il en ouvrait une, il passait à travers.
Fait que, il y a une certaine prédisposition, je dirais, à l'alcoolisme. Mais heureusement, il a décidé d'arrêter. Merci mon Dieu, c'est correct. Mais moi, je ne pouvais pas envisager la vie sans alcool. Puis je suis en train de me tuer avec. Fait que c'est sûr que j'avais un problème sérieux. OK. Tu veux continuer, Monique? Ceux qui sont incapables de boire avec modération se demandent bien comment ils pourraient cesser complètement. Nous tenons pour acquis, bien sûr, que le lecteur souhaite renoncer à boire. Pour savoir si quelqu'un peut s'en sortir sans une aide spirituelle, il faut aussi savoir jusqu'à quel point il a déjà perdu la capacité de choisir s'il va continuer ou non de boire. Nous étions nombreux à croire que nous avions une grande force de caractère. Nous sentions la nécessité absolue de renoncer à l'alcool pour toujours. Et pourtant, cela nous a été impossible. L'alcoolisme, nous le savons aujourd'hui, a cette particularité déroutante, l'incapacité totale pour le malade de ne plus boire, aussi grand que soit le désir et la nécessité d'y parvenir. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, comment cesser complètement? Il faut, premièrement, avoir envie d'arrêter, le désir d'arrêter de boire, comme on nous mentionne dans nos traditions. Hein. C'est bien important. Et savoir que je suis incapable d'arrêter par mes propres forces. L'incapacité totale pour le malade de ne plus boire. Donc, ça, c'est la maladie mentale. On réfère à la maladie mentale ici. Aussi grand que soit le désir et la nécessité d'y parvenir. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? OK. Tu peux continuer, Monique. Alors, que devons-nous faire pour aider nos lecteurs à déterminer par eux-mêmes, dans leur propre intérêt, s'ils sont des nôtres? Essayer de renoncer à l'alcool pendant un certain temps est utile. Cependant, nous croyons avoir un meilleur moyen d'aider ceux qui souffrent d'alcoolisme et peut-être aussi le milieu médical. C'est pourquoi nous allons décrire quelques-uns des états d'esprit qui précèdent une rechute, car il est évident que c'est là le cœur du problème. Mm-hmm. C'est ça. Donc, c'est parce que c'est ça, l'insanité, ça se passe dans l'esprit, ça ne se passe pas dans le physique. Donc, le fait qu'on ne puisse pas rester arrêté, ben, c'est là qu'il faut aller voir pourquoi on ne peut pas rester arrêté. Donc, ils nous disent qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un alcoolique qui répète chaque fois l'expérience désespérée du premier verre. Pourquoi pense-t-il? Pourquoi le fait-il? Dans le fond, bien souvent, les alcooliques qui ont fait une rechute, ils ne savent pas pourquoi ils ont fait une rechute. Donc, à la page 40, il nous donne l'exemple de Jim. Un homme qu'il appelle Jim. Il y avait une concession automobile, mais il l'a perdu à cause de ses excès d'alcool. Donc, ils disent, à la fin du premier paragraphe complet, ils disent que ces excès d'alcool l'avaient rendu si violent qu'on a dû l'interner. Donc, à sa sortie de la clinique, il a pris contact avec les membres. Ça me prendrait quelqu'un pour continuer à lire, quelqu'un d'autre. On va laisser un petit break à Monique. Quelqu'un d'autre, ça y tente? Oui, Fabien, vas-y. Je commence. Tu vas lire « Nous lui avons fait part ». OK. Nous lui avons fait part de ce que nous savions sur l'alcoolisme et de la solution que nous avions trouvée. Il a décidé de tenter l'expérience. Il a retrouvé sa famille et pris un travail comme vendeur dans l'entreprise qu'il avait perdu à cause de l'alcool. Tout s'est bien passé pendant un certain temps, mais il n'a rien fait pour enrichir sa vie spirituelle.
Son grand étonnement, il s'est enivré 6 fois en peu de temps. Après chacune de ces rechutes, nous lui avons prêté assistance en essayant de comprendre avec lui ce qui s'était produit. Il a reconnu qu'il était réellement alcoolique et que son état était sérieux. Il savait qu'en continuant, il s'exposait à un autre séjour en clinique. De plus, il perdrait sa famille qu'il aimait profondément. Mais de nouveau, il a bu. Donc, ça, c'est quand ils disent au début du paragraphe, nous lui avons fait part de ce que nous savions sur l'alcoolisme. C'est quelle étape, ça? La 12e? Non. Nous Ouais, lui les avons gens- fait ouais. part. Oui, c'est sûr que les gens ont fait une 12e, mais ils lui ont fait part de ce qu'ils savaient sur l'alcoolisme, donc ils ont expliqué le problème. C'est la première étape. Ils ont expliqué. Puis ils ont fait part de la solution. C'est quelle étape? Toutes les autres? Tous les autres. La solution, c'est une aide spirituelle. C'est une puissance supérieure qui va pouvoir nous rendre la raison. Et, OK, donc, il avait présenté l'alcoolisme, la solution, puis il a décidé de tenter l'expérience. Il a fait cette troisième étape. Il a confié son problème d'alcool à Dieu. OK? Puis là, ben, il est retourné vivre sa vie. Hein? Mais il dit qu'il n'a rien fait pour enrichir sa vie spirituelle. Ce qui signifie qu'il n'a pas fait les autres étapes. Il n'a pas fait les étapes 4 à 12, n'est-ce pas? Donc, à son grand étonnement, il s'est enivré. Donc, il a fait des rechutes. Il a reconnu, en fait, le paragraphe, ils disent qu'il a reconnu qu'il était réellement alcoolique. Donc, il avait fait sa première étape. Son état était sérieux. Et, bon, il savait tout ça. Donc, il avait vraiment fait sa première étape, 100%. Mais il retourne à boire. Parce qu'il n'avait pas travaillé le programme. Donc, c'est ça. Il retourne à boire, puis là, il explique comment. Le matin, il s'est réveillé, puis il a décidé d'aller à la campagne rencontrer un de ses clients. Il a arrêté dans un restaurant. Il n'avait pas l'intention de boire. Donc, ce n'était pas prémédité. Il n'y a pas d'obsession non plus. Il n'est pas obsédé par l'alcool. Il n'a pas l'intention de boire. Donc, il s'arrête là, puis il commande un sandwich, puis un verre de lait, puis un autre sandwich, puis un autre verre de lait. Tu peux continuer à page 41. Soudain. Excusez-moi. Soudain, j'ai pensé que je pourrais ajouter une once de whisky à mon lait. Que ça ne pourrait pas me faire de tort puisque j'avais l'estomac plein. C'est vraiment fou. J'ai commandé un whisky et je l'ai versé dans mon verre de lait. Je sentais vaguement que je n'agissais pas très intelligemment. Mais je me suis rassuré en me disant que le whisky aurait peu d'effet dans un estomac bien rempli. L'expérience se passa si bien que j'ai commandé un autre whisky, toujours avec un verre de lait. Comme je ne me sentais pas plus mal, j'ai continué. Donc, c'est là que ça explique l'insanité. Il dit soudain. C'est ça, pas prémédité. Il n'y a pas d'obsession. Soudain, il a pensé qu'il pourrait ajouter une once de whisky. C'est-tu un mensonge qui s'est compté? Oui. Pas pire mensonge. Il sentait qu'il n'était pas très intelligent, mais il s'est rassuré en disant que le whisky aurait peu d'effet dans un estomac plein. Encore un autre mensonge. Tu sais? Donc, il continue. Après ça, c'est le raisonnement d'un alcoolique aussi, ça. Une fois que j'ai commencé, je vais continuer. Hein? On n'arrête pas. Puis, de toute façon, après le premier verre, l'allergie est déclenchée. C'est que le système, le corps réclame plus d'alcool pour avoir l'effet. OK. Alors, continue donc, l'autre paragraphe. C'est ainsi que Dieu a dû reprendre le chemin de la clinique et de nouveau faire face à la menace d'être réinterné. De perdre son travail et sa famille, sans compter les souffrances morales et physiques que l'alcool lui causait toujours. Il était pourtant bien renseigné sur sa condition d'alcoolique. Cependant, toutes les raisons qu'il avait de ne pas boire ont été facilement écartées au profit de l'idée insensée qu'il pouvait prendre du whisky sans danger, pourvu qu'il le mélange avec du lait. Mm-hmm. C'est ça. Donc, il avait fait sa première étape encore là. Il a renseigné sur sa condition d'alcoolique. Mais
la raison, lui, il n'a pas la raison par rapport à l'alcool. C'est pour ça qu'il retourne boire, c'est qu'il n'a pas la raison. Il souffre d'insanité, comme tout alcoolique. Ils disent, quoi qu'on dise, pour nous, c'est là de la folie pure et simple. En anglais, ils utilisent le terme insanité. Ça s'équivaut. Comment appeler autrement un tel manque de mesure, une telle incapacité de juger correctement? Quand je vous disais que la définition de l'insanité, c'était une incapacité de juger correctement. Donc, c'est au niveau de l'esprit, c'est au niveau de... C'est une maladie mentale. Tu veux-tu continuer l'autre paragraphe? Peut-être croyez-vous qu'il s'agit d'un cas extrême. Pour nous, c'est courant car nous avons tous fait ce genre de raisonnement un jour ou l'autre. Il nous est arrivé de réfléchir plus que Jim aux conséquences. Mais il y avait toujours ce curieux phénomène mental, parallèlement à notre raisonnement sensé. Inévitablement, il nous donnait des excuses insensées et injustifiées pour prendre notre premier verre. Notre bon sens ne parvenait pas à nous retenir et la déraison prenait le dessus. Le lendemain, en toute sincérité, le plus sérieusement du monde, nous nous demandions comment cela avait pu bien arriver encore une maudite fois. Oui, je comprends. Oui, ici, ils ont ajouté un autre terme que je n'avais pas noté dans mes définitions du début, déraison. Mais c'est l'équivalent de insanité. Donc, c'est ça. Parfois, on peut réfléchir plus longtemps aux conséquences, mais si tu tombes, tu sais, une fois que ton raisonnement, ton idée, ton mensonge que tu t'es conté te vient à l'esprit, tu vas tomber dans l'obsession après. Puis avec l'obsession, tu es sûr de retourner boire. Donc, quand tu parles d'un curieux phénomène, un phénomène, c'est un événement inexplicable. Puis, un phénomène mental parallèlement à notre raisonnement insensé. Il y a un membre qui explique ça, tu sais, ton raisonnement sensé, puis tu as deux voies qui suivent de même. Puis ça, c'est ton raisonnement sensé de ce côté-là. Puis ici, c'est l'insanité qui est toujours là et qui te guette tout le temps. Puis à un moment donné, elle va te court-circuiter, elle va venir couper ton raisonnement sensé. Puis c'est là que ça va te ramener à l'alcool. Alors, ce raisonnement insensé-là, vient te court-circuiter et dit, il appelle ça des excuses insensées et injustifiées. Autrement dit, encore ici, des mensonges pour prendre notre premier verre. On essaie de se justifier pour prendre notre premier verre. Tu veux-tu continuer? Puis là, tu as dit, une fois le mensonge embarqué, l'obsession arrive tout de suite après. Ben oui. Oui. L'obsession que l'on compulse. On boit. C'est ça. L'obsession va te ramener à ton premier verre. Merci. Donc, en certaines circonstances, nous nous sommes délibérément enivrés, nous croyant justifiés par la nervosité, la colère, l'inquiétude, la dépression, la jalousie ou un sentiment du même genre. Cependant, même dans ces cas-là, nous sommes forcés d'admettre notre démesure et la légèreté de l'excuse, qui, selon nous, justifiait notre rechute, compte tenu de ce qui s'ensuivrait. Aujourd'hui, nous voyons bien que lorsque nous recommencions à boire, volontairement ou non fortuitement, nous n'avions pas réfléchi sérieusement aux conséquences énormes qui en résulteraient. Autrement dit, les conséquences t'arrêteront jamais. C'est pas les conséquences. Tu sais, on entend ça parfois dans l'alcoolique anonyme. Pense aux conséquences avant de boire. Désolé, ça ne t'arrêtera pas. Si l'obsession est embarquée, tu vas retourner boire. OK? Ou bien, c'est ça, quand je vous disais, les gens, des fois, ils vont donner l'excuse en revenant d'une rechute. Ah, c'est parce que j'avais des problèmes avec telle affaire. Ou bien non, c'est parce que j'ai eu une rupture amoureuse. Ou bien non, telle autre affaire. Bon, n'importe quoi. C'est pas la rupture, c'est l'insanité de croire que l'alcool va régler mon problème, qui est là, à quelque part dans ton esprit, puis qui t'amène à l'obsession. Puis là, tu commences à boire. Alors, c'est l'insanité qui te ramène à l'alcool. Après ça, il nous parle, merci Fabien, après ça, il nous parle du jaywalker, donc la personne qui a la manie de se faufiler entre les voitures, traverser la rue.
il compare l'alcoolisme à quelqu'un qui a la manie de traverser la rue sans regarder, puis qui se fait blesser, puis qui retourne tout le temps pour retraverser la rue à nouveau. Peu importe les conséquences, il retourne toujours à sa manie. Il se fait interner, il sort, puis il se lance devant le trafic. Donc, c'est aussi fou, l'alcooliste, la personne qui retourne, qui rechute, qu'une personne qui se jetterait devant les autos à tout bout de champ. C'est grave, là, tu sais. Ils disent qu'à la fin de la page 43, on pourrait raconter exactement la même histoire à notre sujet, en substituant l'habitude de boire à celle de se lancer dans la circulation. Si intelligents nous ayons pu nous montrer en d'autres circonstances, nous étions frappés d'insanité dès qu'il s'agissait d'alcool. Ça va-tu? Jusque-là, y a-t-il des questions jusqu'à maintenant? Oui. Mettons que quelqu'un fait une rechute, puis il ne voudrait vraiment pas la faire, bon, puis il a fait. Je ne sais pas trop, moi, là c'est quoi qui va l'empêcher, sa rechute? Juste le côté spirituel? Ah oui? Parce que si... OK. Parce que si je décide, moi, je ne sais pas, là, je ne décide pas, mais je vois quelque part, puis tout d'un coup, je bois, mais je n'avais carrément pas l'intention de boire. Mm-hmm. C'est quoi qui moi, je pensais que tu faisais une rechute parce que dans ta tête, tu avais l'ouverture de peut-être boire. Non? Pas nécessairement. Des fois, c'est juste au niveau inconscient totalement que l'esprit déformé par l'alcool, l'idée que l'alcool va me soulager est là, profondément enfoui. Puis, à un moment donné, tu vas voir peut-être quelqu'un prendre un verre, puis ça déclenche, puis tu en prends un. Tu n'as pas pensé, tu n'as pas prémédité. C'est pas toujours prémédité. Non, non, non. Moi, je pensais qu'il y avait toujours... Puis, qu'est-ce qui va t'empêcher de prendre ce verre-là, même si ce n'est pas prémédité? C'est une puissance supérieure. C'est pour ça qu'on a besoin d'une puissance supérieure. On n'a pas besoin d'une puissance supérieure pour l'allergie physique. On a besoin d'une puissance supérieure pour l'insanité, qui va être notre défense avant le premier verre. Ce que ça va faire, j'ai eu l'expérience de ça après 2 ans. Je n'avais plus l'obsession. Après 8 mois, l'obsession est partie. À 2 ans d'abstinence, je suis à un souper d'affaires. Il y a un verre devant moi, puis j'oublie de le virer à l'envers ou de le tasser. La waitress part, puis c'était du service à volonté, du vin à volonté. Elle me met du vin dans le verre. Là, j'ai le verre en avant de moi. Là, l'obsession est partie. Ouais. C'est pour moi, ce verre-là. Là. Tu sais? Puis moi, je n'ai jamais dit non à un verre. On s'entend dessus. Dans mon insanité, je ne dis pas non à un verre. On ne sait jamais. Fait que là, puis là, je m'aperçois, je me vois aller dans ma tête, là, puis je dis non, 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 je ne veux pas boire. Fait que je sors de table, puis je m'en vais à ma chambre, puis j'appelle ma marraine. Puis ma marraine, elle me parle, puis elle confie ça à Dieu, puis elle me rassure, puis bon. Ouf! Fait que là, la pression diminue, l'obsession part. Fait que je retourne à la table, puis je prends le verre, je le donne à ma voisine, et là, j'étais correct. Fait que Dieu a passé par une personne pour me ramener à raison. OK? Puis il est passé, dans mon esprit, il est passé par la peur de prendre ce premier verre-là. C'était simple, ça y est, à ce moment-là, d'avoir la peur de prendre le premier verre. Moi aussi, Jocelyne, je pensais toujours que, c'est Claire qui parle, je pensais toujours que c'était comme prémédité les rechutes. Parce que moi, j'ai eu soif une fois, j'ai 21 ans, là, j'ai eu soif une fois. Ça fait pas tellement d'années de ça, là. Mais je sais pourquoi j'avais soif. Je voulais juste... J'avais mal psychologiquement, là. Puis je voulais juste arrêter le mal. Puis j'avais pas de moyen d'arrêter ce mal-là. C'est pas physique, mon mal, mais je voulais arrêter de penser. Je voulais juste que ça arrête. Puis j'ai pensé à la boisson, puis j'en avais pas chez nous. Puis tout d'un coup, ben là, c'est ça. Ma puissance supérieure est revenue, mais c'était la première fois que je cherchais de la boisson pour arrêter ce mal-là.
C'est ça. Fait que j'ai toujours pensé que c'était comme un peu prémédité quand tu vas chercher. Ben, ça peut être prémédité. Il y a beaucoup de cas que c'est prémédité, mais il y en a que ça ne sera pas prémédité. Ça va te survenir, puis sur le coup, tu vas prendre un premier verre. On va voir un exemple d'ailleurs de ça. Ben, d'ailleurs, lui, ça l'était un exemple. Tu sais, ce gars-là, là, soudain, l'idée est venue, puis il l'a fait tout de suite. Pas prémédité. C'est sur le coup, puis il a tête bang, et il prend son premier verre. Merci, Jocelyne. Bienvenue. Bill l'exprimait aussi dans une de ses rechutes. Il disait, à un moment donné, je me suis retrouvé au bar, puis je ne savais pas comment j'étais arrivé là. Tu sais, il a perdu la raison vraie, là. Il a perdu la boule. Et pourquoi, dans ton exemple, Claire, tu dis, c'est ça, le mal-être intérieur, on cherchait la sensation, on cherchait un soulagement avec l'alcool de notre mal-être. Fait que quand on file très mal, ça peut revenir. Mais justement, quand on a une puissance supérieure, il va y avoir quelque chose qui va nous arrêter. La peur va nous poigner, on va appeler quelqu'un, n'importe quoi, tu sais. On a des outils, on a les étapes, puis on a aussi des gens qui peuvent nous aider à retrouver la raison. Ça va-tu? OK. Donc, ils disent à la page 44, vers le milieu de la page, pour ainsi dire, tous les alcooliques actifs ou en puissance sont absolument incapables de cesser de boire du simple fait qu'ils ont une certaine connaissance d'eux-mêmes. Donc, ils veulent insister là-dessus parce que une connaissance d'eux-mêmes ou une connaissance de l'alcoolisme. Tu auras beau connaître l'alcoolisme, si tu n'as pas de puissance supérieure, tu vas avoir de la difficulté à cesser de boire. La page 44, le dernier paragraphe, il commence l'histoire de Fred. Fred, il est comptable, il a une belle personnalité, c'est un homme d'affaires qui a réussi. Ils disent que les membres l'ont rencontré à l'hôpital où il se remettait d'une crise de convulsion alcoolique. Bon, c'est la première fois que ça y arrivait. Donc, il a pris connaissance de l'alcoolisme, mais ils disent, loin d'admettre qu'il est alcoolique, il se disait qu'il était venu à l'hôpital pour se calmer les nerfs. Est-ce que c'est compter des mensonges, ça? L'insanité? On peut-tu parler d'insanité? Ça ressemble drôlement à ça. Mais il a dit que... Attends un petit peu. Le médecin lui a fait comprendre qu'il allait plus mal qu'il croyait. Pendant quelques jours, cette nouvelle l'a déprimé. Il a donc décidé de renoncer complètement à l'alcool. Donc, il a pris une décision. Il n'y a pas de puissance supérieure, par exemple, là-dedans. Là. Il refusait de reconnaître qu'il était alcoolique et il était encore moins disposé à accepter une solution spirituelle dans son problème. C'est bien sûr que si tu n'as pas atteint un bas fond, si tu n'es pas prêt à admettre que tu es alcoolique, tu n'as pas besoin d'une puissance supérieure parce que tu penses que tu n'as pas ce problème-là. Tu ne chercheras pas une solution spirituelle, on s'entend? Donc, les membres lui ont dit qu'il avait de l'alcoolisme, il a reconnu qu'il présentait quelques-uns des symptômes, mais il ne croyait pas qu'il pourrait pas qu'il était loin d'admettre qu'il ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Il croyait ferme que son expérience humiliante, jointe aux connaissances qu'il avait acquises, suffirait à l'empêcher de boire. Pour le reste de ses jours, la connaissance de soi réglerait son problème. Donc, ça, c'est encore un autre mensonge qui s'est compté. Puis, naturellement, il est retourné à l'hôpital. Et là, les membres le rencontrent à la page 45, le dernier paragraphe. Qui veut lire? On va donner une chance à un autre. Oui, vas-y. Écoutons-le raconter. On l'a raconté son histoire. J'ai été bien impressionné parce que vous m'aviez dit de l'alcoolisme et je croyais sincèrement qu'il était impossible que je recommence à boire. J'avais pris note de vos opinions quant à la folie subite qui s'empare de l'esprit avant le premier verre, mais j'étais certain que cela ne m'arriverait pas après ce que j'avais appris. Je me disais que mon état était moins grave que le vôtre, que j'avais généralement réussi à régler mes autres problèmes personnels et que je réussissais là où vous aviez échoué. Il me semblait que j'avais toutes les raisons d'avoir confiance et qu'il suffisait d'avoir de la volonté et de me tenir sur mes gardes. Alors, on voit les idées fausses qu'on peut se vendre.
C'est facile. C'est ça, on s'est programmé pendant des années avec ce genre d'idée-là. C'est ça la déformation d'esprit qu'on a. Donc, il continue. Donc, il dit que cette journée-là, lui, il se sentait bien physiquement. Il avait l'esprit libre de tout tracas. Il était content. Il avait eu un rendez-vous d'affaires qui avait été un succès. Donc, une journée parfaite prenait fin sans un nuage à l'horizon. Après, il dit, je me suis rendu à l'hôtel et je me suis préparé tranquillement pour dîner. Lorsque j'ai passé le seuil de la salle à manger, l'idée, insanité, m'est venue que je pourrais bien agrémenter mon dîner de quelques cocktails. Voilà, rien de plus. Il a pensé qu'une consommation plus tard lui ferait du bien avant d'aller se coucher. Il en a pris encore. Il en a pris encore, il en a pris encore. Donc, tu sais, l'idée saugrenu vient, puis il agit tout de suite là-dessus. Les conséquences ne lui sont pas venues à l'esprit. À la page 47, Liliane, tu veux-tu, dès que j'ai retrouvé mes esprits, après avoir J'ai retrouvé mes esprits, j'ai soigneusement passé en revue cette soirée à Washington. Non seulement je n'avais pas été sous ma garde, mais je n'avais absolument pas résisté à ce premier verre. Cette fois, je n'avais pas du tout pensé aux conséquences. J'avais pris ce premier verre avec la même désinvolture que s'il s'était agi d'un soda. Je me rappelais maintenant ce que mes amis alcooliques m'avaient dit. Ils m'avaient prévenu que si j'avais le tempérament d'un alcoolique, le jour viendrait où je recommencerais à boire. Ils m'avaient dit que même si j'étais sur la défensive, un jour, sous un prétexte banal, mes défenses céderaient. Eh bien, c'est justement ce qui s'est produit, et plus encore, car ce que j'avais appris sur l'alcoolisme ne m'était pas du tout revenu à l'esprit. J'ai su à ce moment-là que j'avais le tempérament alcoolique. Je me suis rendu compte que la volonté et la connaissance de soi ne pouvaient m'être d'aucun secours dans ces moments étranges de vide mental. Jusque-là, je n'avais jamais pu comprendre les gens qui se disaient dépassés par un problème. Dès lors, j'ai compris. C'était un coup dur. Alors, il a atteint un bas fond. On voit ça. Et il dit, j'ai su à ce moment-là, j'avais le tempérament alcoolique. En anglais, ils disent plutôt mind, alcoholic mind. Donc, un esprit alcoolique. Un esprit déformé par l'alcoolisme. OK? Donc là, après ça, il a reçu la visite de 2 membres. Ouais, tu peux continuer à lire. J'aurais une question, monsieur. Oui, vas-y. Ils disent encore, là, cette fois, je n'avais pas du tout pensé aux conséquences. C'est comme si, moi, il me disait, si je pense aux conséquences, boirez pas. Tantôt, Non. tu nous as dit non, c'est pas ça. Non, non. Même s'il avait pensé aux conséquences, ça n'aurait pas été suffisant. Peut-être qu'une fois, ça passe, là. Une fois de temps en temps, ça passe, ça, ce truc-là. Mais ça ne passe pas tout le temps. À un moment donné, justement, il peut y arriver un vide mental qui fait que, pouf, au diable les conséquences, c'est à soir que je me saoule. OK. Tu veux continuer, Liliane? J'ai reçu la visite de 2 membres des alcooliques. En souriant, ce qui m'a un peu agacé, ils m'ont demandé si je me reconnaissais alcoolique et si je m'avouais vraiment vaincu. J'ai dû déclarer forfait sur les 2 points. Ils m'ont présenté une foule de preuves pour me faire comprendre que le comportement alcoolique que j'avais eu à Washington était le fait d'une condition désespérée. Ils ont cité des douzaines de cas puisés à même leur expérience. Cette démonstration a achevé d'éteindre la faible lueur d'espoir que j'avais de m'en sortir tout seul. Mm-hmm. Quand ils disent qu'ils m'ont présenté une foule de preuves pour me faire comprendre le comportement alcoolique, c'est pas, en anglais, ce n'est pas le comportement, c'est la mentalité alcoolique, le mental alcoolique. Ce n'est pas le comportement qui passe en premier, c'est le mental. Si tu n'as pas l'idée de boire, si tu n'as pas l'idée. Si tu ne prends pas c'est sûr qu'il y a un comportement là-dedans, là, mais ce qui est important, c'est la mentalité alcoolique, le mental déformé. OK, on peut continuer? Bon, exposer la solution, le programme d'action
qui avait réussi à une centaine d'entre eux. Même si je ne pratiquais pas ma religion, j'ai trouvé intellectuellement le principe facile à assimiler. En revanche, le programme d'action, tout sensé qu'il était, m'a semblé très sévère. Il demandait que je jette par-dessus bord plusieurs de mes croyances de toujours. Ce n'était pas facile. Mais à partir du moment où j'ai pris la décision de m'engager dans le programme, j'ai eu le sentiment curieux d'être soulagé de ma condition d'alcoolique et il s'est avéré que c'était le cas. Mm-hmm. Donc, quand il dit, ils m'ont exposé la solution spirituelle. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Une puissance supérieure qui pourrait me rendre la raison. Programme d'action, ce sont les étapes 3 à 12. Puis, quand il dit qu'il demandait que je jette par-dessus bord plusieurs de mes croyances de toujours, c'est probablement des croyances reliées à une puissance supérieure. Donc, il a pris la décision de s'engager dans le programme. En deuxième étape, à quelque part, il y a une décision qu'on parlait tout à l'heure, la décision de est-ce que je vais continuer à voir ou si je m'engage dans la solution spirituelle. Donc, la décision de s'engager, c'est plus la deuxième. Au départ, avant, je pensais que c'était la troisième, mais maintenant, je constate que c'est plus la deuxième. Puis, là, il y a eu le sentiment d'être soulagé. C'est là. Donc, tu peux continuer avec le paragraphe suivant. Important spirituel à tous mes problèmes. Depuis, j'ai été amené à vivre selon un mode de vie infiniment plus satisfaisant et je l'espère plus utile que celui d'autrefois. Mon ancienne façon de vivre n'était certainement pas mauvaise en soi, mais je n'échangerais certes pas les meilleurs instants d'autrefois contre les pires de ma vie d'aujourd'hui. Je n'y retournerai pas, même si je le pouvais. Donc, la découverte des principes spirituels comme solution à tous mes problèmes. Pas juste à mon problème d'alcool. La solution à tous mes problèmes, c'est le mode de vie. Pas juste l'étape 1, 2, 3, c'est le mode de vie au complet qui est la solution à tous mes problèmes. Un mode de vie spirituel. Puis il dit à la dernière phrase, je ne retournerai pas même si je le pouvais. Donc, ça implique qu'il n'y a plus le choix. Une fois que, c'est un peu ça qui arrive, une fois que tu as mis en pratique ce mode de vie-là, tu as confié ta volonté et ta vie à Dieu, tu as appliqué le programme, tu l'as plus ta volonté de boire. En théorie, tu l'as plus. Alors, remarque, tu peux le reprendre n'importe quand, c'est sûr. Mais tu n'as plus le besoin de boire, tu es retiré dans le fond. C'est ça qui est important. Alors, je vais terminer avec le dernier paragraphe, à la page 49. Nous le rappelons encore une fois, il y a des moments où l'alcoolique se trouve mentalement démuni devant le premier verre. Sauf de rares exceptions, lui, ni aucun autre être humain ne peut lui fournir les moyens de se défendre. Le secours doit lui venir d'une puissance supérieure. Tu sais, là, l'exemple que je vous racontais, ma marraine m'a ramené la raison, puis dans ce qu'elle me disait, c'était de confier à Dieu, demander à Dieu de m'enlever l'obsession. Ma marraine n'était pas là pour me prendre la main puis m'empêcher de prendre le premier verre. Ça me prenait une puissance supérieure qui est à l'intérieur de moi pour être mon secours devant l'obsession. Okay? Pour m'enlever l'obsession. Donc, j'étais mentalement démunie, c'est sur l'insanité qu'on parle. Donc, avant qu'on termine, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu ce soir?